grand plaisir pour nous d'accueillir autant de visiteurs. Nous avons près de 1800 visiteurs qui seront venus dans cette seule journée du 11 novembre. C'est vrai que c'est évidemment un musée qui se transforme chaque année. Nous sommes maintenant sortis de la période du centenaire et nous sommes en train de développer le musée de manière absolument phénoménale. Vous savez que nous sommes à plus de 1 200 000 visiteurs depuis l'ouverture. C'est considérable et notamment beaucoup d'élèves des écoles, des collèges, des lycées. La dimension pédagogique, la dimension historique et puis la dimension émotionnelle est très forte quand on vient visiter ce musée. C'est pour ça que les familles viennent nombreuses, que les parents viennent emmener leurs enfants, parce que c'est aussi une belle manière d'évoquer la guerre et donc la paix. Et dans la période très troublée que nous vivons, c'est vrai que c'est important de pouvoir rappeler que l'Europe c'est aujourd'hui la paix parce qu'elle ne l'a pas toujours été. C'est vrai que nous allons ouvrir l'année prochaine un premier élément très important, c'est que nous allons accueillir 2 wagons de l'époque de 1914 qui transportaient les troupes et les animaux, qui vont être restaurés et exposés ici, sur l'esplanade du musée. Et en 2024, ce sera une tranchée à ciel ouvert que nous allons construire complètement et qui montrera aux visiteurs véritablement la complexité des tranchées pendant la guerre. Donc ce sera évidemment un temps fort, très très important pour le musée. Oui, c'est une très bonne chose d'avoir un secrétaire d'État aux anciens combattants, c'est une reconnaissance par le gouvernement. Il est temps, vous savez qu'on n'a pratiquement jamais eu de secrétaire d'État aux anciens combattants qui est venu ici, ce qui est quand même gaguesque quand on sait que c'est le plus important musée d'Europe sur la Première Guerre mondiale, et donc ça en dit long sur le décalage entre Paris et la réalité du terrain. Donc très heureux de l'accueillir naturellement et de lui montrer ce beau musée. On a profité des 10 ans du musée l'année dernière pour déjà faire beaucoup de changements. Déjà, on a renouvelé la charte graphique, on a créé un nouveau logo que vous avez peut-être vu. La charte graphique, on l'a modernisée, on a remis au centre de la charte graphique les objets des collections pour que vraiment les gens comprennent que les objets de la collection, c'est la raison pour laquelle il faut venir au musée de la Grande Guerre. Ensuite, on va travailler là dans les années qui viennent on a des grands projets dans les cartons qu'on va pouvoir bientôt vous présenter. En 2023, on va faire venir 2 wagons de la Première Guerre mondiale qu'on installera dans le parc du musée. En 2024, nous allons reconstituer une tranchée à échelle réelle dans le parc du musée également. Et en 2025, on va travailler pour améliorer l'accueil des scolaires, puisque les scolaires constituent 40% de nos visiteurs. On va construire un bâtiment annexe dans le parc pour pouvoir les accueillir le midi sur leur pause de déjeuner et aussi pour ajouter des salles pédagogiques pour pouvoir accueillir plus de groupes scolaires. Ok, les wagons, c'est rien à voir avec les wagons dans lesquels ont été signés l'armistice? Alors non, ce sont des wagons différents. Il y aura un wagon blindé qui servait pour le transport d'obus et il y aura un wagon avec du bois et du métal qui servait à transporter les hommes et les chevaux sur le front. Donc là, vous vous trouvez dans la salle d'exposition temporaire. La salle d'exposition en ce moment est consacrée aux tranchées. L'expo sera présentée jusqu'au 2 janvier 2023. Et à partir d'avril 2023, dans cet espace, nous présenterons une expo consacrée aux infirmières dans la Grande Guerre. Et ensuite, au rez-de-chaussée, sur le parvis du musée, en accès libre, vous avez une expo photo sur les femmes, le rôle des femmes dans la Grande Guerre. Tous les 2e lundis du mois, nous proposons un rendez-vous scientifique. C'est une rencontre, une conférence avec un expert spécialisé dans la Grande Guerre sur des thématiques différentes, souvent en lien avec notre programmation culturelle, avec les expositions, voilà, plein d'intervenants différents. Je crois qu'aujourd'hui, je vais vous en raconter une histoire. C'est celle d'Hector Coileau. On est à quelques kilomètres de Meaux, dans le bois du Télégraphe, et nous sommes le 5 septembre 1914. Le capitaine Hugo d'Erville se jette à la tête de ses hommes de la brigade marocaine à travers les taillis. Il monte sous les grands bouleaux et les châtaigniers. Des éclairs partent. Le capitaine s'abat. Le sergent Hector Coileau s'élance pour le soutenir. Plusieurs balles l'étendent raides. Leur petite troupe tiraille à travers les feuilles sur l'invisible agresseur, et tandis que les uns se lancent à la poursuite dans les fourrés, les autres descendent leur capitaine et le déposent sur l'herbe à l'orée du bois. Il est 5 heures. L'ennemi ne tient plus le bois, mais ces 3 heures de lutte ont anéanti les Marocains. 10 septembre 1914. Sur la gauche de la route de Panchard, une croix marque la place où repose le capitaine Hugo d'Erville. Non loin de là a été inhumé le sergent Hector Coileau. Son corps fut trouvé par un gendarme, enveloppé dans une toile de tente et inhumé au pied d'un arbre, sur le tronc duquel le gendarme grava le nom du sergent. Sur la croix grossière qui marquait sa tombe, un ami avait écrit ce simple mot: adieu. Sidi Bel Abbès, Algérie, 28 novembre 1914. Monsieur le maire, nous avons l'immense douleur d'apprendre que notre cher enfant Hector Coileau était tombé glorieusement dans le bois de Neufmontier
Il a été sans doute inhumé le 5 septembre dernier, il avait 22 ans, il était sergent au 1er régiment de chasseurs indigènes. Je vous serais très reconnaissant, monsieur le maire, s'il vous était possible de faire rechercher l'emplacement de la tombe par le garde Roche-Champêtre ou toute autre personne que je rétribuerais de leur peine suivant vos indications. J'avais 2 fils. L'aîné, pour lequel je sollicite de vous ce grand service, et le cadet, âgé de 20 ans, disparu le 22 août en Belgique. Je compte, monsieur le maire, sur votre aimable obligeance pour atténuer, dans la mesure de vos moyens, l'immense douleur d'une mère éplorée et d'un père malheureux. 11 novembre 1918, 11 heures. Dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. Au front, les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le cessez-le-feu. Levez-vous, au drapeau. La Marseillaise jaillit à plein poumon des tranchées. Même soulagement en face dans le camp allemand pour la première fois depuis 4 ans. Français et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. Un armistice a été conclu. Hector fait partie des 10 millions de morts et 6 millions de mutilés que laisse derrière elle cette effroyable et abominable guerre. 11 novembre 2011, inauguration du musée de la Grande Guerre. Nous sommes aujourd'hui, tu l'as rappelé Jeff, le 11e anniversaire, jour pour jour de son ouverture. Près d'1 200 000 visiteurs. Un nombre absolument considérable d'enfants de tous les âges venus avec leurs professeurs. École primaire, collège, lycée, revenus avec leurs parents. Des groupes, bien sûr, de touristes, d'associations passionnés qui viennent là aussi partager des émotions, mais aussi la recherche historique, parce que ce musée est à la fois très précis du point de vue pédagogique, mais aussi du point de vue scientifique, et nous le devons, Patricia, à un homme, un grand Français, qui malheureusement, pour des raisons de santé, n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui m'a bien sûr demandé de te transmettre ses respectueuses salutations, qui est Jean-Pierre Vernet. Un grand Français, qui a consacré, parce que c'est l'histoire aussi personnelle de sa vie, toute sa vie, à créer cette collection unique au monde, 60 000 objets, et Jean-Pierre Vernet qui naturellement se désespérait de ne trouver personne pour reprendre cette collection qui était stockée chez lui. Et lorsque nous l'avons rencontré, Jeff l'a rappelé, c'était le 11 novembre 2004, et même pas, c'était même pas une grande maison. Le 11 novembre 2004, et que j'ai découvert l'existence de Jean-Pierre Vernet et surtout de cette collection, et appris que ni la Lorraine, ni la Meuse, ni Verdun, ni personne n'avait voulu de cette collection et qu'il venait d'être contacté par un passionné d'histoire américain à Boston qui voulait la lui acheter et que de guerre lasse, il était prêt à la lui céder. Je lui ai dit, monsieur, n'en faites rien. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment demandé l'autorisation à mon adjoint chéri aux finances qui était à l'époque Jeff. Dans ces cas-là, il ne faut pas demander les autorisations. Et je lui ai dit, écoutez vraiment, nous on va vous prendre cette collection. Et puis j'ai annoncé que nous allions faire un musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Je suis plutôt quelqu'un qui concerte, mais là je me suis dit, on ne va pas concerter, parce que sinon, le temps qu'on finisse de concerter, la collection sera aux États-Unis. Et ça, c'était pas possible quelque part. Alors, c'est vrai que depuis, ça a été une grande aventure, parce qu'une fois que vous avez la collection, faire le musée, c'est une grande aventure. On a 1000 histoires, 1000 anecdotes de toute nature. Je vais pouvoir raconter quand il sera temps d'écrire les mémoires, on n'y est pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aux uns et aux autres, vous le savez, c'est que ce musée, en fait, c'est la grande fierté de notre territoire et à titre personnel, la grande fierté de ma vie. Mais la vérité, c'est qu'on ne laisse pas grand-chose. Et qu'au moins, on pourra laisser, nous, ici, dans ce territoire, ce musée de la Grande Guerre, pour les générations à venir, comme un ultime témoignage, un énième témoignage des souffrances endurées par nos aînés. On l'évoquait tout à l'heure, tu me parlais de ta famille, tous, autant que nous sommes, d'où que nous venions, nous avons évidemment un de nos aînés qui a participé à la Première Guerre mondiale, d'une manière ou d'une autre. On y trouve tous les objets du quotidien des hommes, des femmes et des enfants pendant la guerre. On y trouve bien sûr le récit historique, on y trouve des témoignages, on y trouve des évocations. Donc c'est vrai, Madame la Ministre, que vous êtes ici dans un établissement absolument exceptionnel, qui montre à la fois la chronologie, un avion Blériot de 1911, qui était les premiers avions de reconnaissance, et 1918, un avion où on voit les progrès de la technologie, et où on voit évidemment qu'à cette époque-là, on bombardait, là où ici, on n'envoyait que des fléchettes. Juste ici, un colombophile, un camion,
qui servaient à envoyer les pigeons voyageurs. Et pourquoi des pigeons voyageurs? Parce qu'ils volaient au-dessus des bombardements de gaz, et donc ils pouvaient transmettre d'un territoire à l'autre un certain nombre de messages. Il y a d'ailleurs, pour l'anecdote, un pigeon français qui a été décoré de la Légion d'honneur et un pigeon allemand qui a été décoré de la Croix de Fer. C'est vous dire que sur ces sujets, il y a ici dans ce musée énormément de choses à découvrir. Et pour terminer juste là-dessus, pourquoi ce musée ici? Parce qu'ici, c'est le lieu de la bataille de la Marne. C'est ici qu'en 1914, l'armée française et britannique, dans un sursaut de courage absolument exceptionnel, ont permis d'arrêter l'avancée allemande qui, en 5 semaines, était à 50 km de Paris. Et parmi les éléments clés, il y a ce qui est juste ici derrière moi, un taxi de la Marne, dont les épisodes sont bien connus, qui ont servi à récupérer des soldats français qui étaient dans les Ardennes, pour pas qu'ils se fassent déborder, qu'on a récupérés et qu'on a ramenés pour boucher les trous du front. Et il faut savoir que ces taxis parisiens ont été réquisitionnés à la demande du général Gallieni, qui avait son quartier général au lycée Victor Duruy, et qui s'est occupé de l'organisation de ces taxis? Eh bien, c'est 2 députés, dont un s'appelait Monsieur Lachambre, qui quand même ne s'invente pas. Et pour l'anecdote, eh bien, les taxis ont été rémunérés, leur course a été payée, sauf s'ils étaient eux-mêmes engagés. Voilà. Donc c'est vous dire combien il y a de multiples anecdotes à raconter. En tout cas, sachez-le, nous portons haut et fort cet étendard, celui de la mémoire, et à un moment où l'Europe est tellement fracturée dans tous les sens, où cette agression de l'Ukraine par un dictateur russe, en l'occurrence Vladimir Poutine, utilisant des méthodes du XXe siècle, nous conduit tous à nouveau à nous repencher sur notre humaine condition, à reconstituer le plus vite possible nos forces en matière de souveraineté. Le président Macron a dit des choses très justes là-dessus il y a quelques jours, et où nous voyons nos amis allemands, nos partenaires historiques, se séparer de nous. Il y a urgence à mettre les pieds dans le plat, à rappeler 3 dates, 1870, 1914, 1940, et à remettre sur la table la question de la construction européenne, de l'amitié franco-allemande, et du fait que rien n'est possible sans cette amitié franco-allemande et sans l'Europe. Ce sont les chantiers de demain, et je pense que les rendez-vous comme ceux-là, ceux de la mémoire, permettent de rappeler d'où l'on vient et pourquoi nous avons l'obligation signalée de ne jamais rien laisser passer face aux montées des extrémistes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, des populistes qui font tant de mal et qui ont été malheureusement à l'origine et de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Merci de votre présence, et si je peux me permettre en ce 11 novembre, vive la République et vive la France. Votre accueil ce soir dans ce beau musée de la Grande Guerre a pour moi des allures d'une remontée dans le temps. J'étais cet après-midi à Compiègne avec la Première ministre pour célébrer l'armistice et la fin de la Première Guerre mondiale. Et me voilà, ce soir, à Meaux, où au tout début de ce même conflit, une bataille décisive renversa le cours des événements. À la fin de l'été 1914, la guerre à peine commencée semble en effet déjà perdue pour les Alliés. Les Allemands sont à portée de canon à Paris. Le gouverneur français a été contraint de se replier à Bordeaux. À Berlin, l'état-major exclut. Pourtant, le général Joffre va organiser une contre-attaque qui est entrée dans l'histoire. Sur 250 km de front, de Meaux à Verdun, 1 million d'hommes se lancent dans la bataille de la Marne. Les combats tournent à l'avantage des Alliés. Sans être une victoire totale, ce succès a un retentissement mondial. Plus d'un siècle plus tard, personne n'a oublié le miracle de la Marne, comme l'écrit les journaux de l'époque, ni les célèbres taxis, Jean-François, qui avaient amené les soldats au front. Votre ville, monsieur le maire, comme Reims ou Château-Thierry, est devenue cette semaine-là de septembre 1914 un symbole de courage et de résilience pour toute la nation. Quoi de plus logique alors que la création ici
dans votre commune, du musée de la Grande Guerre. Et je tiens à nouveau, Monsieur le maire, à vous remercier. Grâce à ce magnifique musée, vous avez ici, Monsieur le maire, un espace passionnant pour s'instruire et se cultiver. Votre commune est aussi un maillon plus solide, alors qu'il ne l'était déjà, de la mémoire qui soude notre nation. Le musée de la Grande Guerre est aussi, et peut-être surtout, une excellente illustration que l'entretien de la mémoire n'est pas, comme le pensent certains à tort, un exercice figé et poussiéreux. La mémoire, il faut la transmettre, et d'abord à la jeunesse. Pour qu'elle soit reçue, il faut aussi qu'elle soit vivante. Vos initiatives à destination des familles et des plus jeunes le montrent bien. Les activités conçues pour les adolescents et même pour les plus jeunes, avec les visites comptées, les ateliers de création et les bandes dessinées ou les séances de wargame, avec les figurines et les décors, sont la démonstration que c'est par les démarches concrètes que les valeurs et la connaissance passent d'une génération à l'autre et se perpétuent. Simone Veil, qui s'est battue pour les enjeux de mémoire, est une grande dame, en partie seulement, mais de votre famille politique, Monsieur le maire. Disait qu'elle n'aimait pas l'expression de « devoir de mémoire ». Le seul devoir, disait-elle, c'est d'enseigner et de transmettre. À l'heure où la guerre réapparaît sur notre continent, ce défi de la transmission est crucial pour avoir demain une nation prête à défendre ses valeurs. Vive la République, vive la France.